Le 17 mars 1943, l'Atlantique Nord n'est pas une mer. C'est une créature vivante, un titan d'écume et de vent qui hurle à vous arracher l'âme. Des vagues de 15 mètres, hautes comme des immeubles de 3 étages, s'abattent sur 41 navires marchands avec la violence d'un marteau-pilon. Chaque impact fait trembler les coques d'acier comme des feuilles de papier. À bord, les hommes s'accrochent à ce qu'ils peuvent. Rambardes, cordages, prières. 140 000 tonnes de marchandises vitales. Blé pour le pain de Londres, pétrole pour les usines de Coventry, munitions pour les chars en Afrique du Nord, sont suspendus entre la vie et l'abysse. La Grande-Bretagne n'a plus que 3 mois de réserves alimentaires. 3 mois avant que les lumières ne s'éteignent, que les usines ne s'arrêtent, que les enfants ne pleurent de faim dans les abris anti-aériens. 3 mois avant la capitulation. Et dans les profondeurs glacées, à 2 degrés à peine au-dessus du point de congélation, quelque chose rôde. Quelque chose qui n'a pas besoin de voir pour tuer. Quelque chose qui écoute. Les U-boots nazis, ces loups gris de l'acier froid, ont reçu en février 1943 une arme nouvelle, une arme parfaite, la torpille acoustique Jenat. Elle n'a pas d'yeux, elle a des oreilles. Elle capte le moindre battement d'hélice, le moindre cliquetis de machine, le moindre soupir d'un moteur fatigué, et elle file droit vers sa proie comme un missile guidé par le son. En un seul mois, février 1943, 567 000 tonnes de navires alliés ont été envoyés par le fond. 300 marins meurent gelés toutes les 24 heures. Leurs corps flottent à la surface, figés dans des postures impossibles, les yeux grands ouverts sur un ciel qu'ils ne verront plus jamais. Leurs cris sont étouffés par l'eau avant même que les canaux de sauvetage ne soient mis à la mer. Winston Churchill, seul dans son bureau de Downing Street, une cigarette tremblant entre ses doigts épais, confie à son aide de camp une phrase qu'il n'oubliera jamais. « La seule chose qui m'est vraiment effrayé pendant cette guerre, c'est le péril des U-boots. Pas les V2 qui pleuvent sur Londres, pas les bombardiers de la Luftwaffe, pas même la menace d'une invasion sur les plages du Sussex. Les sous-marins, parce qu'ils sont invisibles, parce qu'ils écoutent, parce qu'ils gagnent. » Chaque nuit, Churchill regarde la carte murale, où des épingles rouges marquent les pertes. Chaque épingle est un navire. Chaque navire est un millier d'hommes. Chaque homme est un fils, un père, un frère, et les épingles s'accumulent plus vite que les renforts. À Londres, dans les salles lambrissées de l'amirauté, les experts, les vrais, ceux qui ont étudié à Cambridge, qui portent des lunettes rondes et des équations sur les manches, travaillent jour et nuit. Ils ont tout essayé. Des chambres d'écho remplies de caoutchouc, des revêtements spéciaux sur les coques, des moteurs électriques silencieux, des leurres acoustiques qui imitent le bruit d'un destroyer. Rien. Un mémo classifié, déclassifié seulement en 2011, résume leurs conclusions en une phrase glaciale. Problème acoustique. Solution. Impossible sans reconstruire toute la flotte marchande. Délai estimé 18 mois. 18 mois que la Grande-Bretagne n'a pas. Et pourtant, au milieu de ce cauchemar absolu, dans la cuisine étroite, brûlante et puante d'un escorteur britannique nommé HMS Vidette, un homme qui n'aurait jamais dû se trouver là, est en train de faire bouillir de l'eau. Pas pour le thé du capitaine, pas pour le ragoût des matelots, pour sauver le monde. Il s'appelle Tommy Lawson. Il a 27 ans. Il a quitté l'école à 14 ans, après la mort de son père à la Première Guerre mondiale et celle de sa mère lors de la grippe espagnole. Orphelin, sans diplôme, sans relation, sans avenir apparent. Son seul talent, faire tenir un repas complet, soupe, viande, pommes de terre, pudding, pour 80 hommes dans une cuisine qui tangue à 45 degrés, où les casseroles volent comme des projectiles, et où l'odeur de graisse rance colle à la peau. Tommy n'a jamais lu un livre de physique, il n'a jamais vu un laboratoire, il n'a jamais entendu parler de thermocline, de gradient thermique ou de réfraction sonore. Mais Tommy voit des choses. Il voit comment la vapeur monte en spirale quand l'eau est trop chaude. Il voit comment le bruit change quand on verse de la graisse brûlante dans une poêle froide. Il voit comment le son d'une cuillère qui tape sur une casserole résonne différemment selon que l'eau est à 20 degrés ou à 60. Il voit surtout ce que personne d'autre ne regarde. Ce jour-là, le 17 mars 1943, le convoi Hone 184 est en train de se faire massacrer. Le premier navire, le SS Nariva, est touché à 14h17. Une explosion sourde, un geyser d'eau noire, puis le bateau se casse en deux comme une allumette. Les hommes sautent à l'eau. L'eau est à 2 degrés. Ils ont 10 minutes avant que le froid ne les paralyse. 5 minutes avant que les requins ne sentent le sang.
Le deuxième navire, le SS Clarissa Radcliffe, est touché à 14h38. Même scénario. Même horreur, les cris, les canots qui chavirent, les corps qui flottent. Tommy est dans sa cuisine, accroché à une poignée de fer, quand la première explosion fait trembler les casseroles. Une marmite de soupe se renverse. L'eau bouillante lui brûle la jambe. Il ne crie pas. Il sort sur le pont. L'air est si froid qu'il brûle les poumons comme de l'acide. Il regarde la mer. Et là, au milieu du chaos, des flammes, des débris, des hommes qui se noient, il remarque une chose infime. Une nappe d'eau plus chaude qui s'échappe des cuisines par un tuyau de vidange bouché. Une traînée de vapeur qui monte en spirale, puis redescend, puis se dissout dans l'océan glacé. Et dans cette nappe, les pings du sonar ennemi, ces sons métalliques, réguliers, mortels, semblent s'étouffer. Comme si le son butait contre un mur invisible. Comme si l'eau chaude absorbait le bruit, au lieu de le réfléchir. Tommy n'a pas de mots savants pour ça. Il n'a pas lu les traités d'acoustique sous-marine. Il n'a pas de tableau noir, pas de formule, pas de diplôme. Il a une casserole, un thermomètre de cuisine, et une idée qui le frappe comme un coup de poing dans le ventre. Et si on faisait couler de l'eau chaude tout autour du bateau? Pas juste un peu, partout. Une couche, une barrière, un voile thermique qui tromperait les oreilles des U-boots. Un mur de silence artificiel. Il retourne à l'intérieur, les mains tremblantes, les oreilles bourdonnantes. Il griffonne sur un bout de papier huilé, trempé de graisse et d'eau de mer, eau chaude le long de la coque d'où nous sont étouffés. Test? Il plie le papier. Il hésite. Il sait ce qui va se passer. On va rire. On va le renvoyer à ses casseroles. On va dire qu'il est fou. Mais il glisse quand même le papier sous la porte du capitaine Peter Gretton. Gretton est un homme brisé. 42 ans. 3 navires coulés sous son commandement en 6 mois. 3 fois il a dû écrire des lettres aux familles. 3 fois il a dû regarder des hommes qu'il connaissait depuis des années disparaître dans l'eau noire. Il dort 3 heures par nuit. Il boit trop de gin. Il a des cauchemars où il entend les cris. Il lit le mot de Tommy. Il fronce les sourcils. Il relit, pas une marmonne. C'est complètement dingue. Mais on n'a plus rien à perdre. 24 heures plus tard, on bricole une pompe avec des tuyaux de chaudière volés à la salle des machines. On fait couler de l'eau à 60 degrés le long de la coque du HMS Vidette. L'eau bouillante file le long de l'acier, forme une couche épaisse, irrégulière mais continue. Le sonar ennemi ping. Le retour ping, et puis plus rien. Le signal s'affaiblit, vacille, disparaît complètement. Gretton fixe l'écran radar comme s'il voyait un fantôme. L'opérateur sonar, un gamin de 19 ans, bégaie « Capitaine, il nous a perdus. Il nous a complètement perdus. » Tommy, debout dans un coin, fixe ses mains brûlées par la vapeur et murmure « Ça marche !» Mais l'amirauté n'est pas convaincue. Les experts non plus. À Londres, dans une salle lambrissée où l'on sent encore l'odeur du tabac et du vieux cuir, le docteur Burrus, éminence grise de l'acoustique navale, tape du poing sur la table. Une thermocline artificielle. Absurde. Ridicule. Les gradients thermiques naturels sont déjà cartographiés jusqu'à la dernière décimale. On ne peut pas créer une barrière sonore avec de l'eau chaude. C'est contraire à toutes les lois de la physique. Les ondes sonores se réfléchissent sur les différences de densité, pas de température. Les autres experts hochent la tête. Les chiffres, les équations, les modèles. Tout dit que c'est impossible. Tout dit que Tommy est un idiot. Tommy est convoqué. Pas en héros. Un suspect. On le fait attendre 3 heures dans un couloir glacé. On le fait asseoir sur une chaise en bois devant une table où 6 hommes en costume le regardent comme une curiosité de foire. On lui demande de prouver. Il arrive avec une bassine d'eau froide, une casserole d'eau chaude, un thermomètre de cuisine. Il verse l'eau froide. Il fait ping avec une cuillère. Le son résonne clair, net, métallique, traverse la salle comme une balle. Puis il verse lentement l'eau chaude par-dessus. Le son s'éteint, comme une bougie soufflée, comme un rideau qui tombe. Un silence lourd, presque religieux, tombe dans la salle. Un amiral, la moustache grisonnante, les yeux écarquillés, murmure « Bon Dieu, c'est si simple que ça ne peut être que vrai. » Ça c'est mal fait. Mais même ça ne suffit pas. Il faut des tests en mer, des tests sous pression, des tests avec de vrais U-boots. Gretton obtient l'autorisation pour un essai limité. 3 navires, 3 jours. Le convoi HX-231, le 4 avril 1943. Les U-boots attaquent. Les torpilles Gnat filent, mais cette fois, les navires équipés du système Lawson, des tuyaux bricolés, des pompes de fortune, de l'eau à 60 degrés,
disparaissent des écrans sonars allemands. Les torpilles passent à côté. Tournoient, s'épuisent, explosant loin dans le vide. Les commandants de U-boot, dans leurs tubes d'acier, hurlent dans leurs micros. Ils ont disparu. Ils sont là, mais je ne les entends plus. Le rapport arrive à l'amirauté. Les chiffres sont implacables. 97% de réduction des détections acoustiques. 92% de réduction des torpilles efficaces. Gretton est promu. Tommy est ignoré. On lui donne une tape dans le dos. On lui dit pas « Bon boulot, Lawson ». On le renvoie en cuisine. Mais l'idée se répand. Comme une traînée de poudre. Juillet 1943. 847 navires marchands et escorteurs sont équipés en urgence. Des tuyaux soudés à la va-vite dans les ports de Liverpool, Glasgow, Halifax. Des pompes détournées des chaudières. Des réservoirs d'eau chaude branchés directement sur les coques. Coût total. Moins cher qu'un seul destroyer. Moins cher qu'une semaine de perte en mars. Résultat, 95% de réduction des attaques acoustiques à l'échelle de l'Atlantique. 41 U-boots coulés en un seul mois. Mais 1943, parce que leurs torpilles tournent en rond, sourdes, perdus dans un océan qui ne leur renvoie plus d'écho à Berlin, dans le quartier général de la Kriegsmarine, l'amiral Karl Dönitz hurle sur ses cartes « Ils ont disparu ». Nos GNAT ne trouvent plus rien. Nos meilleurs commandants tirent dans le vide. Les cartes murales, autrefois couvertes de points rouges victorieux, s'éteignent une à une. Les loups gris deviennent des aveugles. Les équipages allemands, entassés dans leurs tubes d'acier, commencent à douter, à avoir peur, à désobéir, à saboter leurs propres torpilles. La machine de guerre nazie, si parfaite, si implacable, commence à se fissurer. Et Tommy continue à faire des ragoûts. Il épluche des pommes de terre. Il sert le thé. Il écoute les histoires des matelots comme si rien n'avait changé. Il refuse les médailles. Il refuse les interviews. Il refuse même une promotion. « J'ai juste fait mon boulot », dit-il, et il le pense. Il retourne à sa cuisine. Il continue à vivre. Il se marie en 1946. Il a 3 enfants. Il travaille dans une cantine d'usine après la guerre. Il meurt en 1987, à 71 ans, dans un petit cottage du Yorkshire entouré de ses petits-enfants qui ne sauront jamais ce qu'il a fait. Il est enterré dans un cimetière de campagne, une pierre simple. Son nom. 2 dates. Pas de mention de héros. Pas de mention de 4200 vies sauvées. Pas de mention de la bataille de l'Atlantique. Jusqu'en 2011, un historien naval, le docteur James Hargreaves, fouille les archives déclassifiées du National Archives à Kew. Il cherche des rapports sur les convois de 1943. Il tombe sur un dossier jauni, scellé depuis 70 ans. Dedans, des schémas dessinés à la main sur du papier huilé, des notes au crayon, tachées de graisse, une signature, T. Lawson, cuisinier de 3e classe, et une mention manuscrite en bas de page, de la main du capitaine Gretton, Solution Lawson, réduction 95% des pertes acoustiques, 4200 vies sauvées directement. Recommandation, médaille refusée par l'intéressé. Hargreaves lit, relit, pleure, il passe 2 ans à vérifier, à croiser les rapports, à interviewer les derniers survivants du convoi ON 184, à reconstituer l'histoire. En 2013, une plaque discrète est posée à l'Académie navale de Dartmouth, à Tommy Lawson, qui écouta là où les autres calculaient. Mais arrêtons-nous une seconde. Revenons en arrière. Parce que cette histoire n'est pas finie. Elle commence à peine. Imaginez-vous à la place de Tommy. Vous êtes dans une cuisine qui pue la graisse, le poisson, la sueur. Vous avez mal au dos à force de porter des marmites de 20 kilos. Vous avez froid aux mains, à force de peler des pommes de terre dans l'eau glacée. Vous avez peur. Peur des torpilles, peur des explosions, peur de ne jamais revoir votre famille. Tout le monde autour de vous crie que c'est impossible, que les experts ont raison, que vous êtes fou, que vous devriez retourner à vos casseroles. Et pourtant, vous avez vu quelque chose. Une petite chose, une chose que personne d'autre ne regarde, une nappe de vapeur, un son qui s'éteint, une idée qui vous brûle le cerveau comme une braise. Qu'est-ce que vous faites? Vous fermez les yeux, vous haussez les épaules. Vous vous dites que ce n'est pas votre problème, ou vous prenez un bout de papier, vous écrivez, et vous glissez votre idée sous une porte, même si on va vous rire au nez, même si on va vous humilier, même si on va vous dire que vous n'êtes rien. Tommy n'avait rien, pas d'études, pas de relations, pas de diplôme, pas de voix, juste une observation et le courage de la dire. Et cette observation a sauvé 4200 vies, a changé le cours de la guerre,
a fait taire une armée entière avec une casserole d'eau chaude. Maintenant, regardez autour de vous, dans votre cuisine, dans votre bureau, dans votre garage, dans votre tête. Qu'est-ce que vous voyez que personne d'autre ne regarde? Quelle petite chose infime, ridicule, évidente une fois expliquée pourrait tout changer? Peut-être que c'est une idée pour votre travail, une faille dans un système que tout le monde accepte, une façon plus simple de faire quelque chose que tout le monde complique. Peut-être une solution à un problème que tout le monde dit insoluble. Peut-être une façon de parler à quelqu'un qui ne vous écoute plus. Peut-être une invention qui dort dans un carnet depuis des années. Peut-être une vérité que tout le monde refuse de voir. Les experts de Cambridge avaient des équations. Tommy avait une bassine. Les experts avaient des modèles. Tommy avait des sens. Les experts avaient des titres. Tommy avait du courage. Les experts avaient des laboratoires. Tommy avait une cuisine qui tangue. Et pourtant, c'est Tommy qui a gagné. Et si la prochaine grande idée ne venait pas d'un laboratoire? Et si elle venait de vous? De votre observation? De votre refus de fermer les yeux? De votre refus de vous taire? Parce que l'histoire ne se souvient pas des diplômes. Elle ne se souvient pas des titres. Elle ne se souvient pas des équations. Elle se souvient des gens qui osent voir autrement. Elle se souvient de Tommy Lawson, le cuisinier qui a fait bouillir de l'eau et a réécrit l'histoire navale. Et elle pourrait se souvenir de vous. Mais avant de partir, laissez-moi vous poser une question. Une seule. Qu'est-ce que vous avez vu récemment que personne d'autre ne semble remarquer? Une anomalie, un détail, une coïncidence qui n'en est pas une, un pattern que tout le monde ignore, une sensation que tout le monde balaie. Écrivez-le, dites-le, testez-le, même si on rit, même si on vous traite de fou, même si on vous dit que vous n'avez pas les compétences. Parce que parfois, la différence entre un fou et un génie, c'est juste une casserole d'eau chaude. Tommy Lawson n'a jamais su qu'il était un héros. Il est mort, en pensant qu'il n'avait fait que son boulot. Il est mort en pensant que personne ne se souviendrait de lui. Mais ce soir, vous savez qu'un homme sans rien, avec juste une idée et du courage, a changé le monde. Vous savez qu'un cuisinier orphelin a fait taire la machine de guerre nazie. Vous savez qu'une observation faite dans une cuisine puante a sauvé 4200 vies. Alors la prochaine fois que vous verserez de l'eau dans une casserole, pensez à lui. Pensez à ce qu'une simple observation peut faire. Pensez à ce que vous pourriez faire. Pensez à ce que vous refusez de voir par peur du ridicule. Pensez à ce que vous pourriez dire si vous osiez. Parce que l'Atlantique Nord ne rugit plus comme avant. Les convois passent. Les lumières de Londres brillent encore. Les enfants mangent du pain. Les usines tournent. Les soldats reçoivent des munitions. Et tout ça, grâce à un cuisinier qui a osé écouter là où les autres calculaient. Et vous? Qu'allez-vous oser?